We all belong outside. We're drawn to nature. It calls to us. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives richer, calmer, and frankly, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby or trails worth traveling to, and explore confidently with offline maps and on-trail navigation. Whether you're looking for a laid-back walk with family or something more adventurous to get your heart pumping, AllTrails gives you the tools you need to get out there and find your outside. Download the free app today and make the most of your summer with AllTrails. What's up, everybody? It's Bretsky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com. SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details. Quick question. When was the last time a display ad changed your mind? Now think about the last time a friend told you about something they loved. Different feeling, right? That's how podcast advertising works. A host who's built real trust with their audience talks about your brand in their own words, in their own voice. It doesn't interrupt the experience. It's part of it. With Acast, you can access the world's largest podcast marketplace. Choose the right shows, the right audiences, the right format. Then watch the data tell you it worked. You're not buying impressions. You're buying influence. Learn more by visiting acast.com/advertise. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce format d'été de la Pointe. Pendant que les bassins se calment un peu et que vous profitez du soleil, on a décidé de replonger dans nos archives pour vous faire revivre les meilleurs moments du podcast. Et pour continuer cette série de rediffusion, on ressort un très grand cru, notre entretien avec le grand Jérôme Fernandez, oui le handballeur et amateur de padel. Que vous l'ayez manqué à sa sortie, que vous vouliez simplement vous refaire une session d'inspiration avec l'une des figures majeures du sport français, c'est le moment parfait. Ajustez vos lunettes, installez-vous confortablement au bord de l'eau. Allez, c'est parti pour la rediff. Il a baigné dans le handball depuis toujours au sein d'une famille de joueurs, parents et frères. C'est donc tout naturellement qu'il est venu à le pratiquer. Il a pourtant essayé de nombreux sports comme le football, le tennis, l'athlétisme, mais il a bien fait de choisir le handball quand on connaît sa carrière. C'est une véritable légende avec un palmarès impressionnant. Capitaine de l'équipe de France de 2008 à 2015, double champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe, il est l'un des internationaux français les plus titrés. Il est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 1463 buts. Il a joué pour les plus grands clubs comme Montpellier et Toulouse en France, le FC Barcelone et le Ciudad Real en Espagne et Kiel en Allemagne. Il a mis fin à sa carrière de joueur en 2017 pour embrasser une carrière d'entraîneur au Pays d'Aix Université Club. Il est entré dans le Hall of Fame du handball français en avril 2023. Nous accueillons avec un grand plaisir Jérôme Fernandez. Bonjour Jérôme, merci d'être parmi nous. J'espère que dans cette introduction, je n'ai pas trop dit de bêtises. Non, c'était parfait, merci Christophe. Présente-toi pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore. Donc Jérôme Fernandez, j'ai effectivement grandi dans le handball dans la banlieue bordelaise. J'ai commencé très très tôt en club puisque mes parents m'ont fait aller dans tous les gymnases de Gironde. Et c'est vrai que c'était une époque où le handball n'était pas professionnel, donc j'avais pas prévu d'en faire mon métier. Et puis quand je suis devenu adolescent, ça a été le début des très grands résultats de l'équipe de France de handball masculine avec les Barjots.
Il y a eu une première médaille de bronze au JO de Barcelone en 92, et j'avais 15 ans et je rentrais en sport-études à ce moment-là. Puis après, ils ont été vice-champions du monde en 93 et champions du monde en 95. Moi, c'est à ce moment-là que je suis rentré en équipe de France Espoir à 18 ans. Et quelques mois après, j'ai eu la chance d'être appelé par Daniel Costantini en équipe de France alors que je commençais juste ma carrière professionnelle à Toulouse. Donc, je suis arrivé au bon moment, avec le bon potentiel, et j'ai surtout croisé les bonnes personnes qui m'ont permis, en me faisant bien travailler, d'accéder au meilleur niveau français et puis après au meilleur niveau mondial. Et j'ai eu la chance de vivre une carrière que je n'aurais jamais imaginée quand j'étais enfant. Je rêvais de beaucoup de choses, d'être un jour appelé en équipe de France, de pouvoir jouer avec le maillot du Barça, de peut-être gagner des titres. Et ben en fait, la réalité a dépassé tous mes rêves. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mon parcours. En plus, je voulais jouer le maximum possible, donc j'ai arrêté ma carrière à 40 ans en n'ayant pas trop de soucis physiques. Et j'ai arrêté surtout parce que j'avais plus envie d'entraîner à ce moment-là que de jouer. Donc voilà, le Pays de l'Aix Université Club m'a donné ma chance, et puis ça s'est plutôt bien passé. Puis après, le président a décidé de changer de staff, donc malheureusement nos parcours se sont séparés. Et voilà, donc ça a été une très très belle expérience pour moi en tant qu'entraîneur à Aix-en-Provence. Frédéric, tu veux commencer? Ouais, Christophe, tu as parlé donc du palmarès de Jérôme, qui est long comme le bras. Je vais pas revenir dessus. Je vais quand même rajouter qu'au niveau des clubs, il a gagné 2 fois la plus prestigieuse des compétitions, qui est la Ligue des Champions. Les 2 fois avec le FC Barcelone. Je souligne aussi, mais tu l'as dit en préambule, que tout le monde croit, parce que Nikola Karabatic a joué très longtemps en équipe nationale, a été un scoreur longtemps, mais Jérôme reste tout en haut de l'affiche des buteurs, même si le Sportco, c'est pas forcément les buts, mais qui a marqué quand même 1463 buts, 300, quasiment 300 buts plus de 300 buts de plus que Nikola Karabatic. Donc un scoreur hors pair. Il y a que 3 joueurs dans l'histoire de l'équipe de France de handball qui ont passé la barre mythique et symbolique des 1000 buts. Donc Jérôme et Nikola Karabatic et Frédéric Voll, qui en son temps était une gâchette. Tu as parlé un petit peu de ce début. Moi, je voudrais savoir, avant de faire un parallèle avec le water polo, puisqu'on dit souvent que le polo c'est le hand un peu dans l'eau, comment ça se passe au niveau des centres de formation du handball, puisque le hand était, tu l'as dit, mondial C avant que Daniel Costantini prenne les rênes de l'équipe de France. Depuis 30 ans, que ça soit chez les garçons et chez les filles, il y a une perpétuité des performances chez les garçons et chez les filles. Comment tu expliques ça de partir, je vais pas dire de zéro, mais d'un niveau qui correspond un peu à notre niveau du water polo actuel, à tout d'un coup des médailles olympiques, et on en est arrivé presque maintenant, quand on fait une médaille d'argent, parler de contre-performance ou de quelque chose de raté. J'ai vu qu'on avait, sur les 4 derniers Jeux olympiques, on fait 4 finales, on en gagne 3, on en perd une, et on dit presque que c'est une désillusion. Comment tu expliques un petit peu, toi qui a été un peu la passerelle entre la génération des Latou, Stocklin-Gardon, voilà. Ouais, j'étais témoin, ouais, bien sûr. À la nouvelle génération d'après, les Narcisses, etc. C'est quoi la recette, en fait? S'il y a une recette? Alors, je pense que dans tout sport co, il te faut une bonne base et une structure qui tire tout le monde vers le haut. La fédération a fait le choix dans les années 80 de créer les sports-études dans chaque département et région pour justement essayer de détecter les meilleurs potentiels dans chaque coin de France et dans les dom-tom, bien évidemment, parce que on est quand même on a eu beaucoup de représentants de la Réunion, des Antilles, voire de Guyane dans nos équipes de France, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et je crois que cette base qui a été pour moi fondamentale dans l'évolution de notre sport a été ensuite fortement appuyée par les résultats de l'équipe de France. Ils sont arrivés un peu plus tard, puisque c'était au début des années 90. Daniel Costantini est devenu sélectionneur en 85. Il est allé négocier grâce au président de la fédération avec tous les clubs de première division pour avoir un maximum de journées de stage avec ses joueurs, en tout cas ceux en qui il croyait.
Et les clubs ont accepté de réduire le temps du calendrier de championnat pour pouvoir laisser à disposition un maximum de joueurs avec Daniel. Et ça a permis à l'équipe de France de progresser très très vite, notamment avec bien sûr des entraînements et une charge de travail qui ont évolué, mais surtout en allant jouer, en allant se confronter contre les meilleures nations mondiales. Et à l'époque, les déplacements se faisaient en bus. Donc quand ils allaient en Roumanie, quand ils allaient en Russie, je rappelle qu'à l'époque il y avait encore le mur de Berlin, donc c'était des conditions quand même assez spartiates. On n'était pas dans un sport professionnel, donc très peu de moyens. Et cette génération a servi de cobaye pour faire progresser le handball français. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart ont eu des fins de carrière assez prématurées, hein, parce que à partir du moment où ils ont dépassé la trentaine, ils étaient très très usés, et il a fallu après qu'il y ait un renouvellement, et notamment avec ma génération. Donc je crois que Daniel a été vraiment précurseur dans ce sens, parce que il a eu la bonne idée d'aller voir les clubs pour pouvoir négocier avec eux et avoir les joueurs à disposition, les faire progresser le plus vite possible, parce qu'à l'époque en club ils s'entraînaient 3-4 fois semaine, et ils travaillaient à côté, et puis ils sont passés à 8-10 entraînements hebdomadaires. Et bien évidemment la fédération a soutenu tout ça, même financièrement, et je pense que ça a tiré tout le handball français vers le haut. Donc nous, après, avec notre génération, on est arrivé au milieu des années 90, après les JO d'Atlanta. Et ça a permis de créer une émulation et de créer aussi une culture de la gagne et de l'amour du maillot, pour lequel d'ailleurs se sont inspirées les filles, puisque quand Olivier Crumbles a pris la sélection en 97 ou 98, si je me trompe pas, ça s'est de suite transformé en réussite, puisqu'elles ont fait une finale de mondial en 99, et elles ont été championnes du monde en 2003. Nous, on a eu une grande chance avec notre génération, c'est que les anciens barjots, certains ont accepté de nous passer le relais, et donc entre guillemets de n'être plus vraiment candidats au podium ou au titre, et de nous faire progresser et grandir plus vite. Et donc il y a eu une période de transition, on va dire, entre 97 et 2001, où Daniel Costantini avait en point de mire les championnats du monde en France, où il voulait avoir le meilleur résultat possible, et en plus, c'était pour lui sa dernière compétition en tant que sélectionneur. Faut rappeler quand même qu'il a été pendant 16 ans sélectionneur, donc il a eu du temps pour travailler, pour faire évoluer les choses. Et en 2001, on a gagné ensemble, donc 2 générations confondues, et ça a été finalement le meilleur passage de témoin, qui a fait que notre génération après a cru en elle, et a fait tout ce qu'il fallait pour avoir cette pérennité au niveau des résultats dont tu as parlé, Frédéric. Et à partir du moment où les derniers barjots ont arrêté, donc en 2005 au mondial en Tunisie, donc il y avait encore Jackson Richardson, Gary Carvadec, il y avait Grégory Anquetil. Notre génération est devenue cadre de cette équipe de France. Et à ce moment-là, nos clubs, puisqu'on évoluait pratiquement tous dans les meilleurs clubs du monde, nos clubs nous mettaient beaucoup de pression pour qu'on aille plus en sélection, quitte à nous augmenter nos contrats. Et nous, on a fait vraiment le forcing pour aller avec l'équipe de France, mais on a demandé un effort financier supplémentaire à notre fédération, en augmentant les indemnités journalières de manière assez conséquente. Le directeur technique national de l'époque, Philippe Bana, qui est aujourd'hui notre président, a joué le jeu. Donc il a accepté ces conditions-là, mais il nous a dit par contre, il faut des résultats. Et il faut une continuité dans les résultats. Et nous, en contrepartie, on lui a demandé aussi qu'il y ait une meilleure communication autour de notre équipe de France, pour qu'on ait plus de visibilité et que la notoriété de notre sport puisse évoluer. Et finalement, ça a été le début de la période où on a commencé à dominer notre sport, puisqu'on a été champion d'Europe quelques jours, quelques semaines après avoir négocié ça avec notre directeur technique national. Derrière, on a été champion olympique pour la première fois à Pékin en 2008. Et on a été chaque année champion du monde, champion d'Europe jusqu'à 2012. Ce qui a permis finalement, entre nos résultats et le travail de la fédération au niveau de la médiatisation de notre équipe, de tirer les clubs aussi français vers le haut. On a commencé, nous, à ce moment-là, puisqu'on était en fin de carrière, à revenir jouer aussi dans les clubs français.
Donc ça a mis plus de visibilité sur notre championnat. Et finalement, tout ça a fait boule de neige. Donc, on va dire qu'on a été dominateur jusqu'à 2017 avec notre génération, ou en tout cas la fin de notre génération, et celles qui sont rentrées au fur et à mesure. Et tout ça mis bout à bout, donc le vivier que l'on a dans les pôles fédéraux, puisque maintenant ce sont plus des sports-études, ce sont des pôles fédéraux, liés aux résultats des équipes de France, plus cette culture de la gagne qui fait que quand on rentre en équipe de France et qu'on voit que les Thierry Omeyer, les Nicolas Karabatic, les Daniel Narcisse sont ceux qui s'entraînent le plus dur, forcément ça imprime un rythme, une charge de travail, une exigence au quotidien qui font que tout le monde progresse très très vite. Et comme les anciens nous ont très très bien intégrés et ont joué le jeu avec nous, on a fait la même chose avec les générations suivantes. Donc il y a eu la génération de Nicolas avec Lucas Ballot, Michael Guigou. Ensuite il y a eu la génération des Acambré, Baraché, Vincent Gérard, Luca Karabatic, Valentin Porte, Quentin Mahé. Et aujourd'hui ce sont eux qui jouent ce rôle-là avec les deux générations dorées que l'on a eues, les 96-97 et les 98-99, qui ont été les seules générations à être champions d'Europe et champions du monde jeunes, qui ont intégré très très tôt l'équipe de France avec Didier Dinard, et qui aujourd'hui sont les cadres de cette équipe, qui ont déjà été champions du monde, qui ont déjà été champions olympiques, qui évoluent pour la plupart aussi dans les meilleurs clubs du monde, qui font partie des meilleurs joueurs de la planète. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, l'équipe de France de handball trust les médailles et les titres et est devenue aujourd'hui la nation la plus titrée finalement de notre sport. Non, je voulais juste dire, moi je vois de plusieurs choses assez marquantes dans ce que tu nous dis, Jérôme. La première, c'est cette passation entre anciens et nouveaux. Et effectivement, depuis qu'il y a eu les Barjots, oui. Chaque entraîneur qui se sont succédés, il y en a pas eu tant que ça malgré tout. On a deux sélectionneurs qui ont fait 15 saisons chacun. Voilà. Donc sur 31 années ou 32 ans, on a eu que deux sélectionneurs. Voilà, donc ça fait un peu gourou d'ailleurs aussi. Ça fait des entraîneurs un peu gourou. Oui, mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'une équipe nationale, alors aujourd'hui c'est 60 jours à peu près de rassemblement par saison. À l'époque de Daniel, on était au-dessus des 200, mais le rythme a baissé, en tout cas le nombre de jours passés ensemble a baissé. Donc, pour avoir l'équivalent d'une charge de travail en club sur une saison, il faut faire 5 ou 6 saisons en équipe nationale. Donc, si vous n'avez pas de continuité, avec le même sélectionneur, avec l'équipe de France. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec Daniel Constantini, vous aviez 200 jours de rassemblement annuel. Ouais, les Barjots avaient plus de 200 jours par an. Et là, en fait, le championnat se jouait vraiment sur une période très, très réduite. Et les gars étaient rassemblés où? À l'INSEP? Ils étaient. Alors, non, pas à l'INSEP, c'était à Vittel à l'époque. Ouais. Il y avait vraiment un centre d'entraînement multisport, et donc Vittel à l'époque avait mis le terrain de handball, le parquet de handball au milieu de la piste d'athlétisme, et les joueurs étaient logés dans un petit hôtel dans Vittel. Donc ils étaient tout le temps rassemblés là-bas, et puis après ils faisaient des tournois à l'étranger contre les meilleures nations. Et alors au début ils ont pris des raclées, mais ça les avait fait progresser très très vite. Et à un moment aussi, ils ont eu ce déclic psychologique de se dire bon, ok, on prend des raclées contre les meilleures nations, mais plus le temps avance et plus on se rapproche en termes de qualité de jeu. Et je pense qu'ils ont à un moment cru en eux et ils se sont dit aujourd'hui on a les capacités déjà d'aller participer au Mondial A, ce qu'ils ont fait en 90. Et ils se sont qualifiés, alors un peu, mais il en faut un peu par chance, puisqu'ils ont joué la 7e, 8e place contre l'Islande à 9h du matin. Match qu'ils ont remporté, ça les a qualifiés pour les JO de Barcelone. Et à Barcelone. Toujours l'Islande. Exactement. L'Islande est toujours liée à notre histoire. Parce que c'est une vraie terre de handball en plus. Faut rappeler que l'Islande, c'est 300 000 habitants. Ils ont fait une finale de Jeux Olympiques en 2008. Oui. Donc c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que ça a été le début finalement, le déclic pour que les handballeurs français pensent qu'ils étaient en capacité de monter sur les podiums, quoi. Et ça s'est traduit par un magnifique parcours à Barcelone en 92 avec une médaille de bronze qui était pas du tout attendue à ce moment-là. Et juste pour le deuxième point, vraiment, moi j'ai trouvé très marquant. En fait,
c'est l'accompagnement fédéral. C'est-à-dire que Daniel Constantini va négocier avec les clubs, donc il a l'aval de la fédération pour vraiment accompagner cette équipe, parce que 200 jours de rassemblement, c'est énorme. Et derrière, vous qui négociez aussi, on veut une meilleure com, on veut une augmentation de l'indemnité pour vraiment s'investir dans l'équipe de France. Et ça, je trouve que c'est assez marquant pour la fédération a poussé fort parce que bon, en plus les résultats ont suivi derrière, donc ça c'est encore plus marquant parce que les résultats sont là, quoi. Donc tout c'est validé et en plus on a les résultats derrière. Ça aurait pu être validé et ensuite derrière il y aurait pas eu les résultats, bon on n'en serait peut-être pas là, mais en tout cas tout s'est bien goupillé pour que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Parce que c'est ce je pense, qui a contribué vraiment aussi à cette réussite et la création de cette réussite, parce que les éléments étaient en place et en fait ils ont perduré, un petit peu amélioré par retouche, parce que finalement on a l'impression que l'équipe de France c'est vraiment une continuité depuis ce temps-là. Oui, tout à fait. Après, ça a été une stratégie payante. Alors, il faut savoir qu'on est le seul pays à avoir ce genre de structure avec des pôles fédéraux et puis ensuite avec la professionnalisation de nos clubs, les centres de formation ont été créés dans les clubs professionnels. Donc il y a une continuité finalement de l'âge de 14 ans jusqu'au moment où on passe pro, alors que ces étages-là n'existaient pas au tout début. Et après il y a d'autres nations qui font un choix différent, qui s'appuient sur le club majeur du pays, et vous voyez ça d'ailleurs au water-polo dans les pays Balkans. Vous avez un club qui est vraiment dominant et qui attire les meilleurs éléments du pays et qui sert un petit peu d'équipe nationale bis, quoi, en fait, pour qu'ils travaillent au quotidien ensemble. Nous, au handball, on a des pays comme la Croatie, comme la Slovénie, comme la Serbie, l'Islande, etc., même l'Espagne, où ce sont les meilleurs clubs ou le meilleur club du pays qui attire les plus gros potentiels jeunes et qui les forment au fur et à mesure avec un travail au quotidien parce que les fédérations n'ont pas les moyens financiers et structurels de le faire. Nous, en France, on est un pays qui est un peu plus grand, qui a un petit peu plus de moyens, donc on a eu cette chance de pouvoir créer ces sports-études qui sont des pôles aujourd'hui, et après, grâce à la professionnalisation de nos clubs, de créer des centres de formation. Mais c'est quelque chose qui est vraiment singulier dans notre sport et qui ne se fait finalement qu'en France. Et est-ce que tu penses que le handball à l'école, maintenant il est un peu moins présent, mais est-ce que le handball à l'école aussi a permis ce développement? Alors le handball à l'école a permis bien évidemment ce développement parce qu'à l'époque, au début de la création des sports-études, l'UNSS servait aussi de moment de détection, pas seulement les clubs amateurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que on va dire que les jeunes potentiels sont détectés de plus en plus tôt, au moment où ils sont en équipe de comité, donc départemental, ou au niveau des ligues, donc quand ils sont U15. Mais aujourd'hui, les jeunes à fort potentiel rentrent dans les pôles en 4e ou en 3e. À mon époque, on rentrait en seconde au lycée. Donc finalement, ce recrutement, cette détection, elle se fait de plus en plus tôt. Donc l'UNSS a peut-être moins aujourd'hui d'intérêt qu'à notre époque. Et donc le pôle, la vie en pôle à 14-15 ans, c'est quoi? Donc on se délocalise. C'est comme un club professionnel. En gros, tu prends les meilleurs potentiels de ton département ou de ta région qui font une journée de détection. Il y en a entre 10 et 12 qui rentrent par année de naissance. Et puis bien évidemment, quand tu avances, ceux qui ne progressent pas sont écartés au fur et à mesure jusqu'à la terminale. Donc tu t'entraînes de manière quotidienne à 18, 20 joueurs ou joueuses. Donc tu as des horaires aménagés en cours, ce qui n'était pas le cas moi à mon époque. Donc j'avais un planning dans mon lycée qui était tout à fait normal. Mais par contre, dans les trous, j'avais la possibilité de m'entraîner. Donc, en règle générale, tu rentres à l'internat le dimanche soir,
tu t'entraînes le lundi soir puisque tu as joué le week-end, donc tu vas faire plutôt un travail de renforcement musculaire. Alors, c'est pas de la musculation, hein, c'est de l'apprentissage à la musculation. Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de matériel avec des élastiques, avec des bossus, des choses comme ça, où on peut déjà préparer les jeunes qui sont en pleine croissance à une charge de travail supplémentaire, mais qui est pas non plus traumatique parce qu'ils sont en pleine période de croissance. Le mardi midi, tu as plutôt un entraînement spécifique au poste, individualisé. Le mardi soir, c'est plutôt un entraînement collectif, où là, tu vas faire ce qu'on appelle, nous, de l'opposition. Le mercredi après-midi, c'est une grosse séance avec à la fois du physique et du handball. Le jeudi midi, c'est un entraînement spécifique individualisé. Le jeudi soir, normalement, tu as un entraînement collectif avec parfois des matchs amicaux contre des équipes de très bon niveau amateur qui sont à côté. Donc moi, à l'époque, quand j'étais à Talence, à côté de Bordeaux, eh ben on jouait contre l'équipe réserve des Girondins qui évoluait à l'époque en National 2 ou contre Pessac, voilà, des clubs qui évoluent en National 2, National 1, donc c'est 3e, 4e niveau dans notre sport. There's never been a better time to get outside and experience the benefits of nature. Discover nearby trails and explore the outdoors with All Trails. Download the free app today and find your outside. Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Et donc, ça nous permettait, nous, de nous confronter à des adultes. Donc, le rapport physique, on était forcément en déficit. Mais par contre, on arrivait à compenser parce que on avait une charge de travail, une évolution qui faisait qu'on arrivait quand même à rivaliser avec ce niveau-là. Et puis après, une fois que tu arrivais à 18 ans en terminale et que tu avais ton bac, normalement, tu postulais pour un club professionnel. Il y a combien de pôles? Et tes semaines. Il y a combien de pôles en France? Alors, des pôles aujourd'hui, il y en a une 30aine. Ah oui, quand même. En France, filles et garçons. Parce qu'en fait, il y a eu la création maintenant de plusieurs strates. C'est-à-dire que par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, d'où je viens, il y a des pôles que l'on dit des pôles excellence, voilà. Donc le pôle excellence, il y en a un à Pau et il y en a un à Limoges pour les garçons. Et après, il y a le pôle élite, où là, c'est vraiment pour les premières terminales. Donc c'est ceux qui ont continué à progresser et qui ont franchi les paliers. Le pôle élite est à Talence, comme c'était le cas à mon époque. Mais moi, à l'époque, il y avait qu'un pôle, c'était à Bordeaux. Enfin, c'était à Talence. Il n'y en avait pas plusieurs. Aujourd'hui, il y en a 3 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, en fait, on rentre dans les pôles excellence en 4e ou en 3e. Et si on progresse bien et que les notes suivent bien à l'école, parce que nous, on est toujours en handball sur le double projet, scolaire et sportif. Si le dossier scolaire est bon et continue à être bon, on peut rester en pôle, même si notre évolution est pas forcément très significative au niveau sportif. Par contre, si vous progressez très vite au niveau sportif, mais que les notes chutent et que vous redoublez, vous pouvez être écarté du pôle. Parce qu'on part du principe qu'un handballeur de haut niveau doit être aussi un bon élève, un gamin bien structuré dans sa tête et quelqu'un de travaillant. Et les pôles, ils sont encadrés par qui? Qui s'occupe de l'encadrement? Alors, ce sont des conseillers techniques régionaux ou fédéraux qui s'en occupent et donc qui sont à chaque fois nommés sur les pôles de chaque région et chaque département. On revient juste sur un petit truc parce que on a tout entendu, tout lu, tout vu un peu sur les Barjots. Ce surnom qu'ils ont, les Barjots, a pas été inventé au hasard. Par hasard. Ouais. Comment on intègre cette équipe qui se ressemblait un peu à un clan, gardant l'atout, tous Monture, etc. Comment toi, puisque toi t'es la passerelle entre les deux générations, mais t'es quasiment le premier de la nouvelle génération à avoir intégré cette équipe-là. Comment on intègre cette équipe et comment
Comment ça s'est passé pour toi à titre personnel? Est-ce que les portes ont été ouvertes ou comment t'as vécu ça? Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance parce que si j'étais né, on va dire, au début des années 70, comme c'était le cas d'autres joueurs talentueux, l'équipe de France à l'époque était un vrai clan, comme tu l'as dit, un vrai groupe d'amis, et c'était très très dur de s'intégrer. Sauf qu'après Atlanta, Daniel a décidé de dissoudre ce collectif-là, de ne garder que les éléments qui lui posaient le moins de problèmes. Et donc, comme il y a eu cet éclatement de ce groupe, ça a été beaucoup plus facile finalement de s'intégrer. Par contre, pour moi, ça a été très difficile psychologiquement au départ, parce que je suis arrivé en équipe de France à l'âge de 20 ans, sur la pointe des pieds. Je commençais juste à jouer au niveau professionnel, même si j'avais déjà de bonnes performances individuelles. Je me sentais pas vraiment légitime d'être là. Et surtout, je me retrouvais au milieu de certains joueurs qui étaient mes idoles, moi, quand j'étais gamin. Des Jackson Richardson, des Stephen Stocklin, c'était des joueurs qui m'avaient fait rêver. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé. Donc, pour moi, c'était des vrais stars, quoi. Et quand je suis arrivé à mon premier stage à Dijon, fin 97, j'ai mis beaucoup de temps, déjà à m'asseoir à table au premier repas, parce que je savais pas où m'asseoir. J'avais l'impression qu'il fallait que je mange sur une autre table à côté, que j'avais rien à faire là. Et au premier entraînement, j'avais plus envie de les regarder jouer que de jouer à côté d'eux. Donc ça a été finalement une intégration qui, de leur côté, a été plutôt sympa, à part quelques caractères forts, comme Stéphane Stocklin, qui a été très exigeant avec moi. Mais finalement, c'était pour mon bien, c'était pour que je progresse plus vite. Mais finalement, j'ai mis plusieurs années finalement à vraiment me sentir légitime et vraiment m'intégrer de manière totale dans cette équipe de France. Et il a fallu finalement qu'on gagne ce titre ensemble en 2001 pour que je me sente vraiment à ma place, quoi. Voilà. Et le rôle de Daniel Costantini là-dedans, un patriarche, Le rôle de Daniel, il a été bien évidemment prépondérant parce qu'il a fait confiance à notre génération. Et moi, personnellement, il m'a donné beaucoup de crédit et beaucoup de responsabilités très tôt, puisqu'il avait sorti Frédéric Voll de cette équipe de France et Denis Latou. Donc le seul rescapé, c'était Marc Villeberger, qui est d'ailleurs mon parrain en équipe de France, mais qui était finalement le troisième choix de Daniel à l'époque des Barjots. Donc Daniel m'a donné beaucoup de responsabilités, de temps de jeu dès mon arrivée en équipe de France, et ça m'a mis un peu en porte-à-faux parce que moi j'étais un shooter capable de marquer des buts, mais assez irrégulier. Et les joueurs que j'avais à côté de moi, comme Jackson, comme Stéphane Stocklin, comme Guéric Carvadec, eux, ils savaient très bien que pour aller chercher un podium, une médaille, il fallait jouer bien ensemble, quoi, collectivement. Et j'étais pas en capacité de le faire. Donc d'un côté, j'avais les joueurs cadres qui étaient déjà des stars. Ils me demandaient de jouer avec eux, de faire des passes et d'essayer de jouer juste. Et d'un autre côté, j'avais Daniel qui me disait, quand t'as la balle, tu tires, même si la situation était compliquée. Donc du coup, j'étais un peu partagé parce que je me disais, si j'écoute pas le coach, j'aurai pas de temps de jeu, donc je jouerai pas et je serai peut-être plus appelé au prochain stage. Mais si j'écoute pas moi mes cadres et puis mes idoles, ils voudront pas jouer avec moi et donc ça sera compliqué quand je serai sur le terrain. Donc cette période-là, elle a été très difficile pour moi, mais finalement, j'ai réussi à faire mes preuves. Il y a eu un petit déclic lors du Mondial 2001, notamment à la mi-temps de la demi-finale contre l'Égypte, où finalement j'étais passé à travers ma compétition jusque-là, et notamment à travers ma première mi-temps de la demi-finale. Et Daniel m'a très clairement dit, tu retournes sur le terrain, tu me dis si tu veux repartir sur la deuxième mi-temps ou si tu préfères te cacher, mais ça sera peut-être ton dernier stage ou ta dernière compétition avec l'équipe de France. Donc finalement, je me suis... C'est sympa d'avoir la carte du shoot. Ouais. Donc je me suis lâché sur cette deuxième mi-temps. J'ai fait une mi-temps exceptionnelle qui m'a en plus, on va dire... désinhibé. Ouais, désinhibé pour la finale. Donc j'ai mis 8 buts en finale. Et c'est à partir de ce moment-là finalement que j'ai gagné en régularité sur mes performances en équipe de France. Et en légitimité. Ouais. Tu avais besoin de cette légitimité pour... Complètement. En fait, Daniel a eu ces mots forts qui résonnent encore en moi. Il m'a dit, joue comme un joueur de 1m70 et fais ce que tu sais faire. Et moi, en fait, qui ai eu une croissance tardive,
j'ai appris à jouer comme un joueur de taille normale, entre guillemets, pas comme un grand. Et quand je suis arrivé en équipe de France, Daniel me demandait de prendre des shoots parce que je sautais très haut et j'étais capable de tirer par-dessus la défense. Mais j'avais pas été construit pour jouer comme ça, et donc pour moi, ça allait un petit peu à l'encontre de ma philosophie de joueur. Et donc, j'étais pas à l'aise dans ce rôle-là de shooter pur. Donc, finalement, quand il a eu ces mots-là envers moi, bah, ça m'a complètement libéré, et finalement, j'ai joué comme je le sentais, et ça a payé là. Ouais, j'ai une petite liaison là. Bon, j'ai eu la chance de connaître un petit peu quelques joueurs de handball lors des Jeux méditerranéens à Tunis en 2001, parce que effectivement, Oui. par Sportco, et on le disait en intro. Alors, j'y étais, hein. Ouais, mais t'es parti avant. Oui, je me suis blessé au genou. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc comme on l'a dit au début, on fait souvent donc le parallèle handball et water-polo, et c'est dans la vraie vie, c'est un peu vrai aussi. Hein, souvent on se rapproche. Ouais. Mais j'avais un peu discuté avec Thierry Omeyer, et qui me parlait un peu aussi de l'apport de Claude Onesta. Et en tout cas pour lui, ça avait été aussi un énorme apport, et peut-être un peu qui a vécu un peu la même chose que toi au sein de l'équipe de France, mais ça je le sais pas. Mais comme quoi, il avait peut-être un peu été libéré aussi là-dessus. Quel est du coup un peu le parallèle que tu peux faire avec Claude? Ben, en fait, Claude à sa manière très très bien pris la suite de Daniel et Costantini. C'est en quelle année, ça, Jérôme? 2001, juste après le mondial. Donc ça a été. Ah, il arrête après le titre mondial. Ouais, il a arrêté après le titre mondial. Donc Claude a pris le poste de sélectionneur en mars 2001. Et justement, au mois de septembre, on est allé jouer les Jeux méditerranéens. Donc c'était la première compétition de Claude. Et Claude, à ce moment-là, a très clairement mis Thierry comme numéro 1 à son poste, alors que Thierry était jusque-là numéro 3. Sauf que Thierry avait fait une magnifique compétition sur les championnats du monde en France, et il avait surtout fait une très, très belle finale. Daniel lui avait donné cette responsabilité sur la finale, alors que c'était plutôt Bruno Martini et Christian Godin qui occupaient le poste. Et donc Claude, effectivement, a décidé à ce moment-là que Thierry serait le numéro 1, et il n'était pas au niveau qu'il a pu atteindre après. Hein. Donc c'était un vrai engagement et un vrai pari de la part de Claude. Et je pense que oui, effectivement, ça a donné beaucoup de légitimité à Thierry, pour lui, psychologiquement, personnellement. Et Thierry est devenu derrière le plus grand gardien de tous les temps, et pas seulement français, mais au monde. Et donc, pour en revenir, donc Claude Onesta prend l'équipe après le titre mondial de 2001. Vous êtes donc champion du monde, et logiquement parmi les favoris légitimes pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Et patatras, Athènes, ça suit pas, parce que je crois que vous faites 5e. Oui. Est-ce que Claude Onesta a été un petit peu, je vais pas dire menacé, mais bon, pas de, donc médaille en 92, pas de médaille en 96, pas en 2000, pas en 2004. Est-ce qu'il y avait cette espèce de, pas de malédiction olympique, mais comment vous avez réagi à ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Claude a pris le poste, il nous a clairement dit: vous êtes tous champions du monde sauf moi. Mais il voulait quand même imprimer sa patte. Et c'est vrai que les premiers entraînements, les premiers stages, les premières compétitions, nous les joueurs, on comprenait pas vraiment où c'est qu'il voulait nous emmener en termes de jeu, de projet de jeu, etc. Donc la mayonnaise ne prenait pas vraiment. Et effectivement, quand on est allé à Athènes, Claude a été confronté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que il ne comptait plus vraiment sur Jackson à cette époque-là, alors qu'il était capitaine. Et donc, il n'avait pas forcément envie de l'amener à Athènes, sauf que Jackson a été nommé porte-drapeau de l'équipe de France olympique. Donc, il s'est retrouvé dans l'obligation de le prendre. Mais il l'a utilisé très peu. Et ça a été une erreur de la part de Claude, parce que finalement, Jackson aurait pu encore nous apporter beaucoup. Il n'a pas eu assez de temps de jeu lors de cette compétition. Alors certes, sur la phase de poule, on a gagné tous nos matchs, donc ça a un petit peu donné raison à Claude. Sauf qu'en quart de finale, quand la pression finalement du match couperé a été très forte, parce que c'est pas la même chose que quand tu joues en poule, où tu te dis si je perds et que je gagne le match d'après, je peux quand même me qualifier pour les quarts de finale. Là, quand tu arrives au quart de finale et que tu as tes jeunes qui ont tenu la barrage jusqu'à maintenant, qui sont pas bien,
Et ben le fait que tu aies pas donné de confiance à Jackson, et ben sur le quart de finale, finalement, on s'est pris les pieds dans le tapis et on s'est retrouvé éliminé. Donc c'est le seul match qu'on a perdu, mais finalement, c'est le match qui nous a éliminés de la course aux médailles. Et donc suite à cela, Claude a été effectivement remis en question par le DTN, par Philippe Bana. Et nous, on n'était pas au courant, les joueurs, hein, mais le DTN avait clairement dit à Claude, si tu ne fais pas une médaille au championnat du monde en Tunisie en janvier 2005, tu ne seras pas reconduit. Puisque nous, on fonctionne sur des cycles olympiques, donc chaque sélectionneur qui est nommé peut travailler pendant 4 ans. Et donc, on arrive au championnat du monde en Tunisie, Jackson est toujours là, et on perd le deuxième match contre la Grèce. Chose qui n'était pas du tout attendue. Sauf qu'on fait un non-match, on perd, je crois, 21-20 ou 22-21, de ce que je me rappelle. Et donc, ça nous met en porte-à-faux pour toute la suite de la compétition, parce qu'il fallait qu'on attende un faux pas de la Grèce et que nous, on gagne tous nos matchs pour pouvoir peut-être nous qualifier pour les demi-finales. Et donc, on a laissé beaucoup d'énergie sur le parcours. On a gagné tous nos matchs. Et le dernier match, la Grèce joue la République tchèque. Mais la République tchèque ne jouait plus rien. Mais la Grèce perd. À quoi ça tient, hein? Ou la République tchèque gagne. Et donc, la République tchèque nous envoie en demi-finale. On arrive en demi-finale contre les Croates, qui eux étaient en pleine bourre, à ce moment-là. Et nous, on avait laissé tellement d'énergie à se dire, est-ce qu'on va se qualifier, est-ce qu'on va pas se qualifier, hein, qu'on rate notre demi-finale, les Croates sont meilleurs. Et on se retrouve à jouer la 3e, 4e place contre la Tunisie, en Tunisie, devant 10 ou 12 000 personnes, avec un feu pas possible dans la salle. Et donc, en gros, on gagnait, Claude était reconduit pour 4 ans, on perdait, Claude sautait, et il y aurait eu un autre sélectionneur derrière. Et on a réussi à s'arracher, parce que Jackson s'est fait mal au coude lors de cette compétition, donc il n'a pas pu jouer cette 3e, 4e place. Et comme on avait déjà essuyé l'échec d'Athènes, où on voulait, parce qu'on savait que c'était ses derniers jeux à Jackson, et qu'il était porte-drapeau, on voulait remporter une médaille olympique avec lui, et on n'avait pas réussi à aller chercher cette médaille, on voulait qu'il finisse sa carrière internationale sur un podium. Et donc on s'est battu vraiment avec toutes nos armes pour aller chercher cette 3e place. On a réussi à aller chercher cette médaille de bronze pour Jackson, pour le handball français. Et donc, ça a permis à Claude de prolonger de 4 ans son aventure. Tout ça, ça a tenu un République tchèque-Grèce. Exactement. Et derrière, Claude a changé son type de management. Il a décidé de déléguer toute la partie tactique à ses joueurs cadres. Donc, moi, Guillaume Gilles, Didier Dinard pour la défense, Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic, parce qu'il commençait, même s'il était encore très jeune, il commençait déjà à prendre beaucoup de place. Et Thierry Omeyer, bien évidemment, qui faisait partie des cadres, qui n'avait pas forcément son mot à dire sur la tactique offensive, mais en tout cas pour la défense, il travaillait aussi avec Didier pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on soit performant. C'est quoi, Jérôme, concrètement? C'est de l'autogestion totale? Non, c'est pas de l'autogestion totale. C'était, vous avez mon adjoint à disposition, Sylvain Nouet, qui était le technicien du staff. Claude était le manager. Donc il s'est mué vraiment en manager pur, comme on peut le voir au rugby. Il a délégué cette tâche à Sylvain, qui faisait tous les entraînements finalement avec nous. C'était lui qui dirigeait tous les entraînements. Et donc, les cadres, ce groupe de cadres, avec Sylvain et la personne qui s'occupait de la vidéo, qui s'appelle Vincent, je vais retrouver son nom de famille, mais bon, il s'occupe du pôle de Toulouse. Donc, on travaillait ensemble pour faire les montages vidéo, pour montrer ce qui nous semblait pertinent lors des séances vidéo. Et pendant les entraînements, c'était nous les cadres qui disions, en attaque, on va faire telle tactique, parce que c'est telle équipe en face avec tel type de défense et que ça va fonctionner parce qu'on le fait dans nos clubs et que ça fonctionne. Et quand on travaillait la défense, c'était Didier Dinard qui dirigeait et qui disait, les postes 2, vous défendez comme ça, les postes 1 comme ça, moi je vais faire ça, Bertrand Gilles, tu défends devant, tu vas faire comme ça, toi Thierry, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je serai au contre sur cette partie-là du but, donc toi t'as l'autre partie, etc. Et donc, on n'était pas en autogestion, mais on était quand même décideur finalement du projet de jeu qu'on voulait mettre en place. Donc ça nous a responsabilisés parce que Claude nous a dit si ça fonctionne on continue, mais si ça fonctionne pas je reprends la main. Et ça a fonctionné de suite puisqu'on a été champion d'Europe
quelques mois après en Suisse en 2006 pour la première fois. Donc à nouveau hyper favori pour les Jeux Olympiques de Pékin. Toi, voilà. Donc la première médaille d'or du handball français. Comment t'as vécu ce Graal? Il y a que les champions olympiques, je pense, même les vice-champions olympiques, je pense qu'ils peuvent pas parler pareil Non. que les champions olympiques. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre ce sommet ultime de ton sport? Toi, tu nous as dit, tu te voyais pas quand tu étais petit aller jusque tout là-haut. Comment t'as vécu ça et la concrétisation de tout ça? En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte déjà. Comme tu l'as dit, on s'est pris les pieds dans le tapis en 2004 à Athènes. Donc ça a été déjà une contre-performance qui nous a fait beaucoup apprendre sur notre équipe et sur ce qu'on devait mettre en place pour essayer de progresser encore. Et ensuite, en 2007, on est parti au championnat du monde en Allemagne. On était champion d'Europe en titre, donc favori de la compétition. Sauf qu'en demi-finale, on a joué l'Allemagne à Cologne devant 20 000 personnes et surtout deux arbitres suédois qui nous ont pas facilité la tâche. Et ça a été une énorme déception, cette demi-finale de mondial, parce que derrière, on aurait joué la Pologne en finale et on était pratiquement sûr de remporter un nouveau titre mondial. Finalement, ces deux cicatrices nous ont permis d'évoluer, de progresser et d'aller vraiment sur les petits détails pour ne plus avoir à subir ce genre de mésaventures. Et en fait, quand on démarre la préparation après s'être qualifié pour les JO de Pékin, on s'est tous transformés en robots en se disant, voilà, on a été champion du monde en 2001, on a été champion d'Europe en 2006, on s'est planté en 2004 à Athènes, le seul titre qui nous manque, c'est le titre de champion olympique. Et si on veut que notre sport change de dimension, en termes de notoriété, de médiatisation, même au niveau économique pour nos clubs, et donc par répercussion sur nos contrats, il faut qu'on soit champion olympique. Et donc on s'est entraîné comme des bêtes pendant toute cette préparation, si bien que le préparateur physique, Alain Quintalet, était obligé de nous arrêter à la fin des séances, de nous dire, allez, vous arrêtez, vous allez en récup, vous allez au bain froid, etc. Parce que nous, on en rajoutait à chaque fin de séance. Et finalement, on est arrivé sur ces JO de Pékin, où on était tellement sûr de nos forces collectives, et on était tellement bien préparés, que finalement, peu importait qui allait être sur le terrain, sur quel joueur allait s'appuyer Claude pour gagner les matchs, on était en mission en fait. Et je me suis blessé moi au troisième match contre la Croatie, à la main. J'ai été remplacé par Cédric Paty, mais je sentais l'équipe tellement forte que je savais qu'on allait aller au bout. Et finalement, tout ce qui s'est passé en amont, cette défaite à Athènes en quart de finale, cette défaite en demi-finale au Mondial 2007, le titre européen de 2006, tout ce parcours-là, toute cette expérience-là vécue avec Claude et avec Daniel Avant, nous ont permis d'aller chercher ce titre qui manquait au handball français et de faire passer un cap à notre sport. Et ça a été surtout, je pense, le déclic où on s'est dit, maintenant, on est la meilleure nation du monde, on est la meilleure équipe du monde, et à chaque fois qu'on va se présenter sur une compétition, on va tout faire pour la gagner. Et donc, 4 mois après, on a été champion du monde en Croatie contre les Croates en finale, on a été champion d'Europe en 2010, on a été encore une fois champion du monde en 2011, et on a été chercher un deuxième titre olympique consécutif à Londres, alors que tout le monde nous annonçait en fin de parcours, puisqu'on avait tous entre 34 et 36 ans pour ma génération. Donc, personne pensait qu'on allait conserver ce titre. Est-ce que tu as senti pendant ces 4 années-là, de 2008 à 2012, les 2 titres olympiques, tout ce que tu as égrené, une espèce de plénitude où tu penses que rien peut vous arriver, oui, et que cette espèce de certitude d'être vainqueur au coup de sifflet final à chaque fois? Alors, t'as jamais de certitude dans le sport, mais je sentais tellement la force de cette équipe. En plus, j'ai été nommé capitaine juste après les Jeux de Pékin. Donc, moi, j'étais là pour faire en sorte que ce groupe vive bien, qu'on intègre bien les nouveaux joueurs au fur et à mesure, et laisser tranquille les cadres avec qui j'avais déjà tout gagné, pour qu'ils soient performants pendant les matchs. Et moi, j'étais un petit peu le relais avec le staff technique et le staff médical pour
aller négocier un entraînement en moins ou un entraînement en plus ou un travail spécifique pendant un entraînement parce que j'avais cette demande de la part du groupe. Donc cette période-là, elle a été tellement prégnante, forte pour moi que tout semblait facile en fait. Il y avait une telle exigence dans ce groupe, c'est-à-dire que même un match amical, on refusait de le perdre. C'est-à-dire c'est pas qu'on voulait gagner, c'est que on ne voulait plus perdre. Jamais. Ni un match amical, ni un match de poule, ni un match de qualification, ni un match couperé, ni une demi-finale, ni une finale. On va conclure un petit peu la partie handball provisoirement, parce que je pense qu'on pourrait y passer la nuit, tellement c'est intéressant. On est quand même sur un petit podcast de water-polo. Oui. Donc, on va revenir un petit peu sur le water-polo, parce que Jérôme, qui a une carrière exceptionnelle en handball, on vient de l'évoquer, mais tu as un fils qui fait du water-polo, donc Kylian, au Pays d'Aix Natation, et qui est plutôt bon, on en parlait dans notre dernier épisode, il prend de l'épaisseur dans cette équipe. Il a été sélectionné en équipe de France jeune. Comment, en étant toi bercé dans ce monde du handball depuis que tu es jeune, avec tes parents, tes frères, et du coup, ton fils, il fait pas du handball, il fait du water-polo. Juste une question. Est-ce que c'est, tu vas nous répondre sur l'orientation du choix vers le polo. Est-ce que tu avais cette crainte du fils d'eux, puisque il y a ce truc qui existe quand même du fils d'eux. Toi, t'as atteint le sommet. On en a parlé. Est-ce que tu avais peur du nom apporté, etc. dans ce sport-là du jugement? La maman est basketteuse, pourquoi il n'a pas été vers le basket? Basket, handball, pourquoi ce choix du water-polo qui est un sport de laborieux et de galérien? Alors, on était des laborieux et des galériens il y a 35 ans. On l'est toujours un peu aujourd'hui, mais avec de meilleures conditions de travail que le water-polo, non. Je pense que moi, surtout, ce qui m'importait, et c'est le cas aussi de sa maman, c'était qu'il fasse du sport, qu'il soit en bonne santé, qu'il travaille bien à l'école. Et on voulait un petit peu qu'il goûte à plusieurs sports et puis qu'il fasse son choix. Voilà. Il faut quand même préciser que la maman ne voulait pas qu'il fasse du handball pour pas être comparé à son père. Donc, Kylian est né à Barcelone en 2007. Donc, il a baigné très tôt dans le sport de haut niveau. Alors, quand il était tout petit, ça l'intéressait pas du tout. Et puis, quand on est revenu en France en 2011, il avait 4 ans, on est rentré à Toulouse. Il a testé le volleyball, il a testé le basket. Et on a déménagé à Aix-en-Provence, il avait 8 ans. Donc, il venait de faire 1 ou 2 saisons de basket à côté de Toulouse. Et on était parti sur la force des associations, comme ça se fait chaque année, pour l'inscrire au basket. Donc là, à l'époque, il était en U9. Et quand on est arrivé au stand du club de basket, ils nous ont dit, l'entraînement pour le U9, c'est le mercredi de 13h à 14h. Sauf que nous, on habitait à l'opposé de la Pioline, là où ils s'entraînaient, et que le récupérer à midi à l'école primaire pour l'amener à l'entraînement, c'était pas forcément super. Et puis une heure de basket dans la semaine, on trouvait que c'était pas assez. Donc on a continué à faire le tour de la foire des assos, et on est passé devant le stand du PAN de water-polo. Et j'ai dit à Kylian, tu vois, ça c'est le water-polo, c'est comme le handball, mais ça se joue dans l'eau. Et la personne qui était au stand, alors je saurais pas dire qui c'était, mais c'était quelqu'un du club, du coup nous a parlé, nous a dit la semaine prochaine il y a un entraînement ouvert et si vous voulez vous l'amenez, si ça lui plaît vous l'inscrivez, si ça lui plaît pas au moins il aura essayé quoi. Et donc on l'amène à l'entraînement la semaine suivante et il se retrouve avec deux jeunes de sa classe en fait, dans laquelle il venait de rentrer à l'école primaire. There's never been a better time to get outside and experience the benefits of nature. Discover nearby trails and explore the outdoors with All Trails. Download the free app today and find your outside. You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely.
more engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Donc, il a décidé de s'inscrire avec eux. Et il a fait une première saison. Il savait nager, là? Ah oui, il savait nager, oui, parce que on l'avait souvent amené à la piscine. Et puis, c'est quelqu'un qui flotte dans l'eau. Donc, il a cet avantage-là. Donc, il a été tout de suite très à l'aise. Et à la fin de cette première saison en U9, il est parti, comme beaucoup de jeunes poloistes, à Lignano pour faire Abba-Waba pendant une semaine. Et là, ça a été le virus, en fait. Il a été piqué par le virus. Il a vécu une semaine extraordinaire avec tous ses coéquipiers, avec le staff. Et du coup, il a voulu se réinscrire la saison suivante. Donc, on a continué à l'inscrire saison après saison. Et il a passé des étapes au fur et à mesure. Il a été très bien entraîné, très bien formé, jusqu'à au moment où il est rentré en U15, où il a commencé un petit peu à taper dans l'œil de certaines personnes. Il a été pris en équipe nationale U15. Alors, il n'était pas forcément parmi les 15 meilleurs à ce moment-là, mais le coach estimait qu'il avait l'un des plus gros potentiels, donc il voulait absolument lui faire prendre de l'expérience. Donc, il l'a pris sur les stages, il l'a même pris à l'Euro U15. Et puis voilà, il a grandi petit à petit avec beaucoup de travail. Il a été très bien encadré et il a grandi et aujourd'hui c'est sa passion. Et ce qui est amusant, c'est que du coup il est même devenu passionné de beaucoup de sports. Donc il suit beaucoup de sports comme son papa. Et il a fait son choix. Il a choisi son sport et il se débrouille très bien dedans. Il est très épanoui. Donc voilà, moi je suis très très heureux pour lui. Un papa heureux. Exactement. Et comme il a des bonnes notes à l'école, c'est parfait. Donc tu le vois aller, tu le sans le chaperonner, mais tu le guides, tu l'orientes, tu le conseilles, Oui, je peux le conseiller et surtout l'accompagner. Je pense que ce qui est important, c'est de lui apporter mon expérience et de lui expliquer que dans un apprentissage, il y a des moments d'euphorie, il y a des moments de doute, que dans les moments de doute, il faut travailler dur pour retrouver son meilleur niveau et de la confiance. Et quand on est en confiance et qu'on a l'impression que tout réussit, il faut pas s'arrêter de travailler parce que c'est le meilleur moyen pour se mettre dans le dur. Donc voilà, il faut essayer de faire durer le plus longtemps possible les périodes de réussite et d'euphorie et faire en sorte que les périodes de difficulté, de doute durent le moins longtemps possible. Voilà, mais après, il fait avec ses qualités, avec son potentiel, il est très à l'écoute. Je lui ai aussi dit de beaucoup regarder, s'inspirer, écouter les anciens du groupe pro à Aix, que ce soit Enzo, que ce soit Mathieu, les étrangers aussi, comme Slaven, Candide, qui peuvent lui apporter beaucoup en termes d'exigence, de technique, de savoir-faire individuel et collectif, et qui copient les choses, parce que c'est comme ça aussi que moi je me suis construit dans ma carrière, c'est en copiant ou en essayant de copier les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs de la planète, et c'est comme ça qu'on avance. Alors on a parlé des similitudes entre le polo et le handball. Évidemment, 7 joueurs, un gardien, une pointe, vous c'est le pivot, etc. On a quelque chose qui est différent. Tout à l'heure, tu as parlé de l'apport et du soutien énorme fédéral qui a permis, il y a 35 ans, de donner 200 jours de stage, etc., pour sortir le handball de l'ornière et l'amener là où il est devenu, là où il est maintenant. Nous, on a une fédération qui est pluridisciplinaire, qui s'appelle la Fédération française de natation, qui gère donc la natation, le water-polo, le plongeon et la natte synchro. Et c'est un petit peu difficile j'allais dire, de se développer si notre fédération mère, elle met pas les moyens. Elle les met de temps en temps, elle les met pas tout le temps. Mais je suis persuadé que si les joueurs avaient cette fédération derrière eux, comme le handball l'a fait, et donné, elle l'a fait pour les Jeux Olympiques de Paris, mais donner les moyens, etc., que ça soit chez les jeunes, parce que chez les jeunes, il n'y a pas beaucoup de moyens. On oublie toujours qu'un adulte, c'est un gamin qui a grandi. Mais il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont donnés, et c'est peut-être aussi pour ça que le polo végète. Donc j'espère que grâce à ton témoignage, les gens comprendront quand même qu'une fédération, c'est là pour développer
un sport et pour l'aider à grandir et à grossir. Et j'espère que les gens de la fédération qui nous écoutent entendront en tout cas le message que tu as envoyé. Si je peux aller dans ce sens-là et essayer d'argumenter, je pense que les similitudes, elles ne s'arrêtent pas qu'au jeu. Nous, il faut comprendre que jusqu'à l'après-guerre, on était sous la tutelle de la fédération d'athlétisme, de handball. On n'avait pas notre propre fédération. Et à un moment, il y a eu une révolution et il y a eu la création de la Fédération française de handball. Je pense que si le water-polo veut passer un cap, il faut que la Fédération française de water-polo soit créée et qu'elle soit une fédération à part entière. Sinon, il n'y aura pas d'évolution parce que vous serez toujours sous la domination de la natation qui mettra les moyens sur cette discipline-là et vous êtes pratiquement la seule discipline professionnelle, on va dire, à part entière dans cette fédération. Donc à un moment, il va falloir qu'il y ait des gens qui fassent bouger les choses et après essayer d'aller chercher des moyens supplémentaires. Et on le sait aujourd'hui, au niveau des collectivités et de l'État, c'est de plus en plus compliqué. Il faudra du support privé. Donc c'est le seul moyen pour qu'à un moment le water-polo puisse passer un cap. Et j'en suis témoin parce que quand je sais que mon fils, pour préparer son Euro U19 avec l'équipe de France, il a 3 semaines de préparation, alors que les grosses nations en ont 6 à 8, alors qu'ils sont déjà meilleurs, c'est impossible de rivaliser. Mais je suis d'accord. Et tu vois, on est le seul sport co à avoir une fédération de tutelle. Il faut s'inspirer du hockey sur glace qui avait donc qui faisait partie de la fédération des sports de glace. Exactement. Et puis qui a fait cette révolution comme tu le dis et qui a volé de ses propres ailes. Après, on est responsable de ses succès et de ses échecs, mais au moins c'est nous. Et moi, je milite depuis très longtemps pour une fédération indépendante parce que comme tu le dis, tant qu'on restera sous le joug de cette fédération qui s'en fout un peu du polo, il faut bien le dire, et ben l'occasion de se développer sera très très compliquée et très longue. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus et je partage complètement. De ce que j'ai compris, les mauvaises langues disent que les poloistes sont des mauvais nageurs. Donc, ouais, des mauvais nageurs. Ou... Pour la Fédération française de natation, c'est un peu compliqué. Mais les clubs font appel à eux pour les interclubs. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pas assez de monde. Non, mais quand on voit un joueur comme Thomas Vernou, Thomas, il est extraordinaire en termes de natation. Je parle même pas du joueur de water-polo qu'il est, mais on voit bien que les choses peuvent entre guillemets se faire naturellement et moi je sais très bien que nous notre exemple pour le handball c'est le décathlonien parce qu'il court longtemps, il court vite, il saute haut, il saute loin, il lance fort. Et le poloiste, il faut que ça soit un très bon nageur aussi. Mais c'est un nageur qui a besoin de prendre des informations parce qu'il y a un ballon, parce qu'il faut qu'il défende et qu'il attaque. Donc il faut qu'il nage avec la tête hors de l'eau. Donc c'est aussi une natation qui est un petit peu différente, mais il y a des choses à faire évoluer. Alors j'allais te parler de ça parce que c'est une passerelle. Tu dis qu'il faut sauter haut, courir vite, etc., etc. Toutes les caractéristiques qui font que les États-Unis pourraient être une très très grosse nation de handball puisqu'ils ont des volleyeurs qui performent. Donc la détente, ça, ils ont évidemment des basketteurs qui performent et donc toutes ces qualités physiques-là, ils les ont. Est-ce que tu penses qu'un jour le hand, ils jouent au polo, hein, ils ont été médaillés de bronze aux Jeux Olympiques à Paris. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'un jour, est-ce que le handball existe aux États-Unis? Est-ce que tu penses qu'un jour ce pays-là pourra s'emparer de ce sport-là et le développer? Alors le problème, c'est que les pays anglophones ont plutôt tendance à suivre les sports qu'ils ont inventés. Ouais. Donc en Angleterre, ça va être le rugby, le cricket, voilà. Le foot, aux États-Unis, ça va être plutôt le football américain, le baseball ou le basket. Mais bien évidemment qu'il y a d'autres disciplines aussi aux États-Unis qui marchent très bien. La problématique qu'il y a aux États-Unis au niveau du handball, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par des Européens qui sont allés vivre aux États-Unis ou des Sud-Américains qui ont pratiqué le handball dans leur pays à la base. Donc il y a des clubs, il y a des pratiquants de handball aux États-Unis, mais il n'y a aucune infrastructure. Moi, je suis allé au mois de janvier dernier à New York. Puisque j'ai été invité par le club de New York, qui est le meilleur club aux États-Unis. Ils n'ont même pas un gymnase de handball. Ils n'ont même pas un terrain de handball. C'est-à-dire qu'ils louent une salle de basket et à chaque entraînement, ils mettent du sparadrap bleu pour dessiner le terrain, les zones, etc. Et ils montent et ils démontent les buts pour chaque entraînement.
Donc ce sont des buts démontables, ce sont pas des vrais buts de handball. Malgré tout, les États-Unis aujourd'hui font partie des 24 meilleures nations au monde. Malgré toutes ces difficultés, ils sont en capacité quand même à se qualifier pour les championnats du monde. Mais ça ne pourra jamais être une nation forte tant qu'il n'y aura pas des infrastructures et une habitude, une culture de handball dans ce pays-là. Ouais, nous, il nous a été reproché au polo un peu d'être un sport européen, même s'il y a l'Australie et les États-Unis. Et c'est vrai que le handball, c'est encore pire chez nous. Ouais, parce que le handball, France, Espagne, Allemagne, bon, la Russie était là, mais elle y est plus. Les pays scandinaves, la Croatie, et après Oui, les pays Balkans. Ouais, c'est ça. Après, nous, on a toujours tendance à dire que le titre le plus difficile à gagner, c'est le titre de champion d'Europe. Et il y a quelques nations hors Europe qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme l'Égypte en Afrique. Il y a le Japon qui se débrouille très bien en Asie. Bon, le Qatar, mais on sait pourquoi. En Asie aussi. En Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil sont des nations qui ne vont jamais être sur un podium mondial, mais qui sont capables pratiquement de battre toutes les nations du monde. Mais pourquoi? Parce que il y a eu des entraîneurs européens et principalement hispaniques ou espagnols qui sont allés travailler dans ces pays-là et qui les ont fait progresser. Donc effectivement, nous on a cette problématique d'être un sport un petit peu européen et ça pose problème d'ailleurs par rapport au CIO qui veut nous enlever du programme olympique. À vous parce aussi que, on est pas représentatif, ouais. Ah, même le handball. Ouais, mais nous on a un avantage, c'est qu'on peut faire les jeux d'hiver parce qu'on joue en intérieur. Non, mais nous, le polo a longtemps été menacé. C'est pour ça que, c'est ce que j'ai dit dans un podcast précédent, la médaille de bronze des Américains à Paris et la médaille d'argent qu'ils avaient fait à Pékin, nous aide grandement quand même à ce que le polo, parce que les États-Unis évidemment ont un poids énorme, à ce que le polo ne disparaisse pas. Mais je savais pas que le handball lui aussi pouvait être menacé. Nous, le problème, c'est que là, on a perdu en quart de finale cet été devant 27 000 personnes. Mais moi, j'étais champion olympique à Pékin devant 500 personnes. Et que quand tu joues, quand tu fais des jeux dans un pays qui n'est pas un pays de handball, il y a personne dans la salle. Et en plus, le CIO veut des sports spectaculaires au JO. Alors, je dis pas que mon sport n'est pas un sport spectaculaire, mais ils veulent des sports à un format plus court, des sports un petit peu extrêmes. C'est pour ça qu'on voit l'avènement de l'escalade, du rugby à 7, parce que ce sont des formats très courts qui sont très spectaculaires et ça plaît aux gens pour les jeux d'été. Alors nous, notre fédération internationale de handball essaye d'appuyer le beach handball. Et là, le CIO a dit, OK, vous faites rentrer le beach handball sur les JO d'été, mais par contre, on sort le indoor parce qu'on n'a plus de place au village. Mais nous, on a la possibilité de basculer aux jeux d'hiver s'il y a besoin. Donc, on pourrait avoir le beach handball aux jeux d'été et le handball indoor sur les jeux d'hiver. Mais c'est vrai que on a, dans le ranking des sports qui sont les plus suivis aux jeux, médiatiquement, à la télé, je parle pas dans les salles, on n'est pas bien classé. Et donc, Thomas Barr et le CIO réfléchissent sérieusement à nous enlever du programme olympique. Ça sera pas le cas à Los Angeles. J'espère que ça sera pas le cas à Brisbane, mais peut-être que pour 2036, ça sera plus compliqué. Et surtout que, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, il me semble que les championnats du monde ou les championnats d'Europe sont plutôt vers janvier-février. Ouais, tout à fait. Donc nous, ça ne changera rien au calendrier. On a déjà l'habitude de faire les compétitions internationales en plein milieu de la saison de club. C'est ça. Donc du coup, ça serait pas ça s'intégrerait parfaitement. C'est juste qu'il faudrait sortir un euro parce que je me verrais mal faire un euro en janvier et les JO d'hiver en suivant. Ça ferait 2 compétitions en 2 mois. C'est pas possible. Déjà que la charge du calendrier des matchs est trop importante pour les meilleurs joueurs de la planète et qu'il y a beaucoup de casse. Si on fait ce genre de choses-là, ça va être compliqué. Et je suis pas sûr que la fédération européenne soit OK pour sortir un championnat d'Europe. C'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que vous avez la problématique de ce sport terrestre, donc avec des blessures. Nous, on n'a pas de blessure à part l'épaule, oui. Et à part un coup, une arcade, un truc comme ça, on n'a pas de genou ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de blessure traumatique avec des ligaments ou des trucs. C'est ça. Mais on s'est quand même fait en une année 2 championnats du monde, un championnat d'Europe et les Jeux. Donc je trouve ça complètement aberrant. Mais bon, écoute, on n'est pas une aberration près. Monsieur Ogier. Non, mais je trouve que voilà, la présence de Jérôme dans ce podcast est je trouve très légitime parce que on a fait beaucoup de parallèles. On a surtout parlé de handball, c'est normal vu le personnage qui est Jérôme.
Mais voilà, il y a énormément de parallèles entre le handball, le water-polo et son histoire. Hein, c'est ce qu'on a évoqué tout au long de ça. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de le mettre en avant parce que on a cette histoire presque commune où vraiment on pourrait être placer vraiment les deux sports l'un à côté de l'autre. Et ce qu'a fait le handball, nous, on espère qu'un jour, effectivement, le water-polo en sera capable parce qu'on a la même base, parce qu'on vient un peu de la même chose. Et comme on l'a dit, le water-polo, c'est un peu du handball dans l'eau, ou le handball, c'est du water-polo hors de l'eau. On pourrait l'inverser aussi, puisque après, je sais pas en quelle année les deux sports ont été créés, mais en tout cas, le water-polo reste le premier sport médaillé olympique. Hein, faut pas l'oublier, ça, en 1924. Champion olympique, champion. Ouais, champion et médaillé donc. Médaille d'or. Et il y a d'autres similitudes, hein, parce que nous aussi, pour progresser, on s'est beaucoup appuyé sur des stars et des entraîneurs des pays Balkans. Donc à l'époque, c'était la Yougoslavie, mais après, ils se sont tous séparés. Et je me suis rendu compte qu'au water-polo, effectivement, il y avait beaucoup d'entraîneurs et de joueurs monténégrins, croates, serbes, qui venaient jouer en France et qui apportaient leur expérience, leur savoir-faire. Et d'ailleurs, quand je suis allé au JO de Rio en tant que commentateur, hein, j'étais consultant, j'étais plus dans l'équipe, je suis allé voir la finale de water-polo Croatie-Serbie et je me suis régalé. C'était un match incroyable. Et depuis ce jour-là, je me suis intéressé à l'histoire du water-polo, aux meilleures nations, au palmarès, aux meilleurs clubs européens, à la Ligue des Champions. Et je trouve effectivement qu'il y a énormément de similitudes entre nos deux sports. C'est vrai, Jérôme. Le côté sympathique aussi, puisque... La troisième mi-temps, tu veux dire? La troisième mi-temps, je pense qu'on rivalise pas sur la troisième mi-temps parce que, pareil, il y a une légende autour de ça, mais il paraît que vous êtes dur à suivre et que... Alors, la génération avant moi, ça c'est sûr. Ma génération était plutôt coriace. Là, c'est plus d'actualité. Ouais. Moi, je me souviens de quelques événements en 2001 à Tunis, mais je n'en parlerai pas parce que ce qui était à Tunis, tu peux en parler. Ce qui était à Tunis reste à Tunis. Donc, exactement. Moi, j'ai fait les Jeux Med de 93. Ah oui. Donc là, il y avait toute cette équipe-là, Gardan. C'était en France en plus en 93. C'était à Canet, ouais. Ça. Et donc Gardan, Latou, Monturel, enfin tous ces toute la bande. Des furieux quand même. Ouais, des furieux. Mais bon, écoute, il y a des clients. C'est des bons trucs. Il y a des clients. Oui, il y a des clients. Et ils sont encore clients. Hein. Oui, j'en doute pas. Ok, Christophe. On arrive donc du coup à la fin de cet enregistrement. Merci une nouvelle fois, Jérôme. Merci à vous deux d'y avoir participé et de nous avoir accordé ton temps. J'aurais juste une dernière question qu'on pose à nos invités, donc inspiré d'un podcast que j'écoute régulièrement et que j'apprécie, InPower. Si tu devais nous recommander quelqu'un pour venir à ce micro, à qui tu penses? Une excellente question, mais vous voulez quelqu'un de quelle discipline, de quel monde? Tu dis ce que tu veux. Nos invités précédents nous ont cité des personnes en dehors du water-polo, parce que bon, water-polo, ça reste un petit monde aussi, mais voilà, qui... Il y a beaucoup de noms hein, qui me viennent à l'esprit, mais je pense que quelqu'un comme Boris Dio, par exemple, ça serait bien, parce que Boris, même s'il est basketteur, a une mentalité un petit peu atypique dans le monde du basket. C'est quelqu'un qui a toujours été très collectif, très altruiste, et qui a un vrai recul sur le sport français et sur sa discipline. Donc je pense que ça pourrait faire un bon invité. Bon, il faudra que tu nous mettes en relation alors, parce que... Avec grand plaisir. Et donc, pour terminer, où est-ce que, si on veut suivre Jérôme Fernandez, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors actuellement, moi je vis dans le Pays Basque, à côté de Bayonne. Je suis dans des projets d'une autre passion, d'une autre discipline, qui est le padel, qui a le vent en poupe. Voilà, donc je pratique beaucoup et puis j'essaye un petit peu de mettre des choses en place pour pouvoir un jour, je l'espère, avoir un projet à gérer. Voilà. Bon, sinon sur les réseaux sociaux, un profil Facebook ou non, LinkedIn?
Ouais, non, sur Insta, Jean Fernandez, sur LinkedIn, bien sûr, vous pouvez me trouver, comme ça vous verrez un petit peu toutes les casquettes que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, On mettra les liens dans la description. Merci beaucoup Jérôme. merci à vous. On espère une nouvelle fois que vous avez apprécié cet épisode et on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, salut. Bonne soirée. Quick question. When was the last time a display ad changed your mind? Now think about the last time a friend told you about something they loved. Different feeling, right? That's how podcast advertising works. A host who's built real trust with their audience talks about your brand in their own words, in their own voice. It doesn't interrupt the experience. It's part of it. With Acast, you can access the world's largest podcast marketplace. Choose the right shows, the right audiences, the right format. Then watch the data tell you it worked. You're not buying impressions. You're buying influence. Learn more by visiting acast.com/advertise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.